Dans l'atmosphère encore feutrée du matin à l'institut, quelque chose semble déjà déséquilibré, presque imperceptiblement, comme une fissure qui s'étend lentement sans bruit, mais dont les conséquences s'annoncent irréversibles pour ceux qui vont s'y heurter. Lionel, debout face à son plan de travail, observe la pièce de viande devant lui avec une intensité inhabituelle, comme si ce simple ingrédient représentait bien plus qu'un défi culinaire, mais une frontière intime qu'il s'apprête à franchir. Depuis toujours, il s'était imposé des limites, des principes auxquels il tenait, mais sous le regard attentif et presque approbateur de Peignac, ces barrières semblent soudainement dérisoires, presque ridicules à ses propres yeux. Ce qui se joue à cet instant dépasse de loin une simple cuisson. C'est un basculement intérieur, un renoncement progressif à ce qu'il était, une transformation qui s'opère sous l'influence d'un homme dont la présence impose une forme d'autorité brutale mais séduisante. Peignac, en silence, observe Lionel comme un sculpteur regarderait une matière encore malléable, prêt à la modeler selon sa propre vision du monde, sans se soucier des fissures qu'il pourrait créer dans l'âme de celui qu'il façonne. C'est alors que Lionel se lance. Il goûte, il ajuste, il s'oblige à dépasser son dégoût, comme s'il voulait prouver quelque chose, à lui-même autant qu'à son mentor. Le geste est précis, presque mécanique, mais derrière cette maîtrise apparente se cache une tension sourde, un conflit intérieur qui ne demande qu'à exploser. Peignac, lui, ne félicite pas de manière chaleureuse, mais son regard suffit. Lionel comprend qu'il est sur la bonne voie, qu'il devient celui qu'on attend de lui, ou plutôt celui que Peignac veut qu'il devienne. À cet instant précis, l'arrivée de Tessier vient perturber cette dynamique silencieuse. Son regard, d'abord surpris, s'attarde sur Lionel avec une incompréhension à peine dissimulée. Lui, qui connaît les convictions du jeune homme, ne peut s'empêcher de percevoir ce changement comme une rupture, presque une trahison. Pourtant, Lionel ne vacille pas. Il reste droit, presque défiant, comme s'il assumait pleinement cette nouvelle version de lui-même, même si, au fond, quelque chose en lui tremble encore. Pendant ce temps, ailleurs dans l'institut, une autre tension se joue, plus légère en apparence, mais tout aussi révélatrice des fragilités humaines. Bérénice, pleine de bonne volonté mais maladroite dans ses tentatives, cherche désespérément à établir un lien avec Noé. Elle se persuade qu'en adoptant une attitude plus décontractée, plus proche de ce qu'elle imagine être son univers, elle parviendra à briser la glace. Mais chaque mot, chaque geste semble tomber à côté, créant un malaise qu'elle ne sait plus comment combler. Noé, lui, reste insaisissable. Il observe, il écoute, mais ne répond jamais comme elle l'espère. Cette distance, qu'il maintient sans effort apparent, déstabilise profondément Bérénice, qui oscille entre humour forcé et frustration contenue. Elle tente alors de reprendre le contrôle en lui proposant une visite de l'hôtel Jourdain, espérant que ce terrain plus familier lui permettra de reprendre l'avantage. Mais là encore, les choses ne se passent pas comme prévu. L'instant bascule brusquement lorsqu'un appel à l'aide retentit depuis la piscine. Sans hésiter, Noé plonge, agissant avec une spontanéité qui contraste violemment avec son attitude distante. Ce geste, héroïque et instinctif, révèle une facette de lui que Bérénice n'avait pas encore perçue, laissant en elle un mélange de surprise et d'admiration, mais aussi une forme de confusion. Elle réalise qu'elle ne comprend pas cet homme autant qu'elle le pensait, et que ses efforts pour se rapprocher de lui pourraient bien être voués à l'échec. Dans le même temps, une autre histoire se tisse, plus douce, presque inattendue, comme un contrepoint aux tensions qui envahissent l'institut. Bianca, encore affectée par les remarques blessantes qu'elle subit régulièrement à propos de son métier, tente de garder contenance, mais chaque mot laisse une trace, une blessure invisible qui s'accumule jour après jour. Léonard, témoin de cette souffrance silencieuse, ne supporte plus de rester passif. Son idée peut sembler absurde, presque irréfléchie, mais elle naît d'un désir sincère de faire sourire Bianca, ne serait-ce qu'un instant. Lorsqu'il lui présente le petit chaton, il improvise une histoire, prétendant qu'il s'agit d'un animal confié temporairement. En réalité, son geste est bien plus audacieux qu'il ne veut l'admettre, mais il choisit de taire la vérité, préférant se concentrer sur l'effet immédiat de sa surprise. Et cela fonctionne. Le regard de Bianca s'illumine, ses traits se détendent, et pendant quelques instants, les moqueries et les jugements disparaissent, remplacés par une tendresse simple et sincère. Léonard observe cette transformation avec une satisfaction discrète, conscient d'avoir réussi, au moins pour un temps, à alléger le poids qui pèse sur elle. Cependant, cette parenthèse n'est pas destinée à durer. Car pendant que certains cherchent à apaiser les douleurs, d'autres, sans même s'en rendre compte, s'enfoncent dans une spirale qui les éloigne de tout ce qui faisait leur équilibre. Lionel, de son côté, continue de s'éloigner, pas à pas, de ceux qui l'entouraient. Il ajuste son emploi du temps, abandonne certaines responsabilités,
et semble prêt à sacrifier bien plus que prévu pour suivre cette nouvelle voie. Zoé, en l'observant, ressent une inquiétude croissante. Elle ne reconnaît plus son frère, celui qui avait des convictions fortes, des limites claires. Aujourd'hui, elle voit quelqu'un prêt à tout remettre en question, même les choses les plus essentielles, pour une promesse encore incertaine. Et cette transformation, loin de la rassurer, lui donne le sentiment qu'il est en train de perdre bien plus qu'il ne gagnera. À ce moment-là, sans encore en mesurer l'ampleur, les pièces commencent à s'assembler, lentement mais inexorablement, vers une confrontation qui ne pourra être évitée. Car si Lionel pense avoir trouvé sa voie, il ignore encore que ce choix va le mener à franchir une ligne dont il ne pourra plus revenir indemne. C'est alors que la tension, jusque-là diffuse et contenue, commence à se cristalliser autour d'un détail en apparence anodin, mais qui va rapidement devenir le point de rupture entre Lionel et Fleur. Dans un couloir de l'institut, Lionel croise Joséphine presque par hasard, sans se douter que cet instant va faire basculer son état d'esprit déjà fragilisé par les influences contradictoires qui l'habitent depuis plusieurs jours. Leur échange, bref mais lourd de sens, agit comme un déclencheur brutal, révélant une incohérence que Lionel ne peut ignorer. Lorsqu'il comprend que la fameuse soirée que Fleur lui avait évoquée n'a jamais réellement existé, quelque chose se fissure en lui, mais cette fois de manière irréversible. Ce n'est pas simplement un mensonge qu'il découvre, mais une trahison qu'il interprète comme une preuve supplémentaire que ceux qui l'entourent ne le respectent pas, ou pire, le manipulent. Dans son esprit déjà travaillé par les discours de Peignac, cette révélation prend une ampleur démesurée, transformant une simple omission en affront personnel. À cet instant précis, Lionel ne cherche plus à comprendre, ni à nuancer. Il se ferme, se durcit, comme s'il adoptait instinctivement les mécanismes que Peignac lui a inculqués, ceux qui consistent à ne jamais se laisser atteindre, à répondre à la moindre faiblesse perçue par une démonstration de force. Cette logique, implacable et froide, commence à prendre le dessus sur son jugement, effaçant progressivement toute empathie. Dans le même temps, Fleur, de son côté, est loin d'imaginer l'ampleur du séisme qu'elle a provoqué sans le vouloir. Elle avance, concentrée sur son travail, sur ses objectifs, sur cette pression constante qui pèse sur chacun des élèves de l'institut. Pourtant, quelque chose dans l'air semble différent, presque oppressant, comme si une tempête silencieuse était en train de se préparer sans qu'elle en ait conscience. Lorsque le cours de Peignac débute, l'ambiance est déjà lourde, chargée d'une tension que certains ressentent sans pouvoir l'expliquer. Lionel est là, mais il n'est plus tout à fait le même. Son regard, autrefois expressif, semble désormais fermé, presque dur, comme s'il s'était construit une carapace en quelques heures seulement. Fleur, en le voyant, perçoit ce changement, mais elle ne parvient pas à en saisir la cause exacte, ce qui ne fait qu'accentuer son malaise. Peignac, lui, observe en silence, attentif à chaque interaction, comme s'il attendait le moment où la situation basculerait. Il ne cherche pas à apaiser, ni à prévenir, mais au contraire à laisser les choses suivre leur cours, convaincu que c'est dans le conflit que se révèle la véritable nature de ses élèves. Et Lionel, sans le savoir, est en train de devenir l'exemple parfait de cette philosophie. Au fil du cours, les premières remarques de Lionel commencent à se faire plus tranchantes, plus incisives, mais encore suffisamment ambiguës pour passer pour de simples critiques techniques. Pourtant, ceux qui le connaissent bien, comme Malik, sentent que quelque chose cloche, que ces mots ne sont pas motivés uniquement par des considérations culinaires, mais par une colère plus profonde, plus personnelle. Fleur, elle, tente de rester concentrée, de ne pas se laisser déstabiliser, mais chaque remarque agit comme une piqûre, un rappel constant que quelque chose lui échappe. Elle cherche le regard de Lionel, espérant y trouver une explication, un signe, mais ne rencontre qu'un mur. Cette absence de communication, plus que les critiques elles-mêmes, commence à l'ébranler. Pendant ce temps, ailleurs, les conséquences des choix de Lionel commencent déjà à se faire sentir dans sa vie quotidienne. Il réorganise ses priorités, abandonne certaines responsabilités, et prend des décisions qui inquiètent ceux qui l'entourent, notamment Zoé, qui voit en lui un changement trop rapide pour être sain. Elle tente de comprendre, de dialoguer, mais se heurte à une distance qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Dans cette spirale, Lionel semble perdre peu à peu ses repères, mais il refuse de le reconnaître. Au contraire, il interprète chaque inquiétude, chaque remarque comme une preuve que les autres ne comprennent pas sa démarche, qu'ils sont incapables de voir ce qu'il est en train de devenir. Cette conviction, alimentée par les paroles de Peignac, le pousse à s'isoler davantage, à se refermer sur lui-même tout en affichant une assurance presque provocante. À ce moment-là, le cours atteint un point critique, celui où les élèves doivent présenter leur travail, exposer leur création au regard des autres et accepter les critiques. Pour beaucoup, c'est un exercice difficile mais formateur.
Pour Fleur, ce sera bien plus que cela. Car face à elle, Lionel n'est plus simplement un camarade exigeant, mais quelqu'un prêt à aller beaucoup plus loin. Lorsqu'elle présente son plat, un silence inhabituel s'installe, comme si toute la classe retenait son souffle. Lionel s'avance, observe, analyse, mais ce qu'il s'apprête à dire dépasse largement le cadre d'une critique culinaire. Ses mots, d'abord mesurés, commencent rapidement à glisser vers quelque chose de plus dur, de plus personnel, comme s'il cherchait non pas à améliorer le plat, mais à atteindre Fleur elle-même. Et pendant que cette tension atteint son paroxysme, Peignac, en arrière-plan, ne fait rien pour intervenir. Au contraire, son regard laisse entendre qu'il approuve, qu'il attend de voir jusqu'où Lionel est capable d'aller. Dans ce silence complice, Lionel trouve une forme de validation, une autorisation implicite de franchir une limite qu'il n'aurait peut-être jamais osé dépasser autrement. À cet instant précis, tout est en place pour que l'irréparable se produise, et personne ne semble en mesure de l'empêcher. À ce moment-là, tout bascule avec une brutalité que personne n'avait réellement anticipée, même si les signes avant-coureurs étaient déjà là, disséminés dans chaque regard fuyant, chaque tension silencieuse, chaque mot trop dur prononcé quelques instants plus tôt. Fleur, debout face à son plan de travail, sent confusément que quelque chose ne va pas, mais elle ne peut encore imaginer l'ampleur de ce qui s'apprête à lui tomber dessus. Autour d'elle, la classe semble suspendue, comme figée dans une attente lourde, presque oppressante. Lorsque Lionel s'approche, son attitude ne laisse plus place au doute. Il ne s'agit plus d'un simple camarade évaluant un plat, mais d'un juge déterminé à faire tomber un verdict déjà écrit. Son regard glisse sur la préparation de Fleur avec une froideur inhabituelle, comme s'il cherchait non pas à comprendre, mais à démontrer une faute, à prouver une faiblesse. Fleur, en face, tente de garder contenance, de s'accrocher à ce qu'elle sait faire, à ce qu'elle est, mais déjà, une inquiétude sourde commence à la traverser. Les premières critiques tombent, tranchantes, précises, mais dénuées de toute bienveillance. Chaque mot semble calculé pour atteindre, pour fragiliser, pour ébranler. Ce n'est pas tant le contenu des remarques qui choquent, mais leur ton, leur dureté, leur absence totale de nuance. Très vite, ce qui aurait pu rester dans le cadre d'un exercice pédagogique dérape vers quelque chose de plus personnel, de plus violent, comme si Lionel cherchait à régler un compte qui dépasse largement cette salle de cours. Fleur encaisse, d'abord en silence, refusant de céder, refusant de montrer qu'elle est touchée. Mais plus les critiques s'enchaînent, plus elles deviennent injustes, disproportionnées, et plus il devient difficile pour elle de rester impassible. Elle tente de répondre, de se défendre, mais chaque tentative est balayée d'un revers, comme si sa voix n'avait plus aucune valeur. Cette dynamique, profondément déséquilibrée, commence à attirer les regards, à susciter un malaise croissant parmi les autres élèves. Malik, en particulier, ne cache plus son incompréhension. Il observe Lionel avec une stupeur mêlée d'indignation, incapable de reconnaître celui qu'il connaissait. Mais face à l'assurance froide que Lionel affiche désormais, personne n'ose vraiment intervenir. Car derrière lui, il y a Peignac, immobile, silencieux, mais omniprésent. Son regard, loin de désapprouver, semble cautionner ce qui se déroule, comme s'il considérait cette scène non pas comme un débordement, mais comme une étape nécessaire. C'est alors que Lionel franchit une limite que même lui n'aurait peut-être jamais imaginé dépasser auparavant. Sans hésitation, sans la moindre retenue, il pousse la critique à son extrême, déclarant le plat immangeable, indigne, sans aucune valeur. Mais le véritable choc vient du geste qui suit. Dans un mouvement sec, presque mécanique, il saisit l'assiette de Fleur et la jette directement à la poubelle, sous les yeux de toute la classe. Le bruit sourd du plat qui heurte le fond du bac résonne comme un point de non-retour. Pendant une fraction de seconde, le silence est total, presque irréel. Personne ne parle, personne ne bouge, comme si tous venaient d'assister à quelque chose d'irréversible. Fleur, elle, reste figée, incapable de réagir immédiatement, tant la violence de la scène dépasse tout ce qu'elle avait pu anticiper. Ce n'est pas seulement son travail qui vient d'être rejeté, mais une part d'elle-même, exposée puis humiliée publiquement. Et dans le regard de Lionel, il n'y a ni regret, ni hésitation, seulement une froide détermination, presque glaçante. Il continue, implacable, enfonçant le clou avec des mots qui ne laissent plus aucun doute sur son intention. Il ne s'agit plus d'enseigner, ni même de critiquer, mais de rabaisser. Fleur vacille intérieurement. Elle sent les larmes monter, mais s'accroche désespérément à ce qui lui reste de dignité. Partir serait la réaction la plus instinctive, la plus humaine, mais même cet échappatoire lui est refusé. Car au moment où elle tente de quitter son poste, Peignac intervient enfin, non pas pour la protéger, mais pour l'obliger à rester. Il lui impose de nettoyer son plan de travail, comme si rien d'anormal ne venait de se produire. Cette décision, en apparence anodine,
achève de briser l'équilibre déjà fragile de Fleur. Elle comprend alors que personne ne viendra la défendre, que ce qu'elle vit n'est pas considéré comme une injustice, mais comme une épreuve. Et dans cette logique, sa souffrance devient presque invisible, reléguée au second plan face à une exigence présentée comme nécessaire. Pendant ce temps, Lionel, lui, ne montre aucun signe de recul. Au contraire, il semble presque renforcé par ce qu'il vient de faire, comme si cette démonstration de dureté confirmait qu'il est désormais à la hauteur des attentes de Peignac. Pourtant, au fond de lui, quelque chose vacille encore, une part de lui qui n'est pas totalement éteinte, mais qu'il choisit d'ignorer, de refouler, pour ne pas remettre en question ce qu'il est en train de devenir. Dans la classe, le malaise est palpable. Les regards se croisent, hésitent, mais aucun mot ne vient briser le silence. Chacun mesure, à sa manière, la gravité de ce qui vient de se passer, mais personne ne sait comment réagir face à une situation qui dépasse les règles habituelles. Et dans ce silence, l'humiliation de Fleur prend une dimension encore plus lourde, plus écrasante. À cet instant précis, Lionel vient de franchir une ligne rouge, une frontière invisible qui le sépare désormais de celui qu'il était encore quelques jours plus tôt. Et même s'il refuse de le reconnaître, les conséquences de cet acte ne tarderont pas à le rattraper. Dans le silence pesant qui suit l'humiliation, quelque chose s'installe durablement dans la salle, une sensation diffuse d'injustice que personne n'ose réellement formuler, mais que chacun ressent avec une intensité différente. Fleur, toujours debout devant son plan de travail, semble absente, comme si une partie d'elle s'était retirée pour se protéger de ce qu'elle vient de subir. Ses gestes deviennent mécaniques, presque irréels, lorsqu'elle commence à nettoyer ce qui reste de son passage, obéissant à l'ordre de Peignac sans même chercher à protester davantage. Ce moment, en apparence banal, est en réalité d'une violence silencieuse extrême. Car en la forçant à rester, à réparer, à effacer les traces de ce qui vient de se produire, Peignac impose une forme de soumission qui dépasse largement le cadre pédagogique. Il transforme l'humiliation en exercice, la douleur en discipline, comme si le fait de souffrir faisait partie intégrante de l'apprentissage. Et dans cette logique implacable, Fleur n'est plus une élève, mais un exemple. Autour d'elle, les regards se détournent, certains par gêne, d'autres par incapacité à affronter ce qu'ils viennent de voir. Malik, lui, lutte intérieurement, partagé entre l'envie d'intervenir et la conscience que toute prise de parole risquerait d'aggraver la situation. Cette impuissance collective renforce encore l'isolement de Fleur, qui se retrouve seule face à une épreuve qu'elle n'avait pas choisie. Pendant ce temps, Lionel s'éloigne légèrement, comme si la scène ne le concernait déjà plus. Pourtant, malgré l'assurance qu'il affiche, une tension subsiste en lui, presque imperceptible, comme un écho de ce qu'il était avant. Mais au lieu de s'y confronter, il préfère s'en détourner, s'accrocher à l'idée qu'il a agi correctement, qu'il a simplement appliqué les règles d'un monde plus dur, plus exigeant, celui que Peignac lui a appris à embrasser. C'est dans cet état d'esprit qu'il retrouve ce dernier, cherchant inconsciemment une forme de validation. Peignac, fidèle à lui-même, ne le félicite pas ouvertement, mais ses paroles, mesurées et calculées, suffisent à conforter Lionel dans son comportement. Il lui rappelle qu'il ne doit jamais accepter d'être humilié, qu'il doit toujours reprendre le contrôle, même si cela implique d'écraser les autres. Ces mots, en apparence anodins, agissent comme un renforcement, consolidant la transformation déjà en cours. Dans un autre espace de l'Institut, Olivia ressent de plus en plus clairement que quelque chose ne va pas. Elle ne peut ignorer les signes, ces changements subtils mais répétés dans l'attitude de Lionel, cette distance nouvelle, cette dureté qu'elle ne lui connaissait pas. Son inquiétude grandit, alimentée par une intuition profonde. Lionel est en train de s'éloigner de lui-même. Lorsqu'elle en parle à Claire, la réponse qu'elle reçoit est à la fois lucide et déstabilisante. Claire ne minimise pas la situation, mais elle adopte une posture plus distante, presque pragmatique. Elle estime que Lionel doit faire ses propres erreurs, qu'il doit comprendre par lui-même les conséquences de ses choix. Elle va même jusqu'à suggérer à Olivia de prendre du recul, de ne pas chercher à le protéger à tout prix, car son comportement récent dépasse les limites acceptables. Ces paroles, bien que rationnelles, laissent Olivia dans une position inconfortable. Elle oscille entre le désir d'intervenir, de sauver Lionel de cette dérive, et la peur de le perdre complètement si elle insiste trop. Ce dilemme intérieur devient de plus en plus pesant, à mesure que les événements s'enchaînent sans qu'elle puisse réellement les contrôler. Dans le même temps, la situation de Lionel en dehors de l'Institut continue de se fragiliser. Ses choix, guidés par une volonté de rupture avec son ancien mode de vie, commencent à avoir des répercussions concrètes. Il réorganise ses priorités, délaisse certaines obligations, et se retrouve confronté à des réalités qu'il ne peut plus ignorer, notamment sur le plan financier. Zoé, toujours attentive, perçoit ces changements avec une inquiétude croissante.
Elle voit son frère s'engager dans une voie incertaine, abandonnant des repères solides pour des promesses encore floues. Elle tente de le raisonner, de lui faire comprendre les risques qu'il prend, mais se heurte à un mur. Lionel, enfermé dans sa logique, refuse d'entendre, convaincu que ceux qui doutent ne font que freiner son évolution. Cette accumulation de tensions, à la fois personnelle et relationnelle, crée un climat instable, prêt à basculer à tout moment. Car si Lionel pense avoir gagné en force, en assurance, il ignore encore que ce qu'il est en train de construire repose sur des bases fragiles, susceptibles de s'effondrer au moindre choc. Et pendant que certains tentent de réparer ce qui peut encore l'être, d'autres continuent d'avancer, parfois maladroitement, parfois sincèrement, cherchant à créer des liens dans un environnement devenu de plus en plus hostile. Léonard, par exemple, voit son geste envers Bianca porter ses fruits. Leur complicité naissante, renforcée par cet acte inattendu, offre une parenthèse presque lumineuse dans cette journée marquée par la dureté. Lorsqu'elle revient vers lui pour le remercier, Bianca exprime une reconnaissance sincère, touchée par l'attention qu'il lui a portée. Ce moment, simple mais chargé d'émotion, contraste fortement avec ce que Fleur a vécu quelques instants plus tôt. Il rappelle que, malgré tout, il existe encore des gestes gratuits, des élans de gentillesse capables d'adoucir la réalité. Mais même cette parenthèse n'est pas totalement exempte de complications. La vérité sur le chat commence à émerger, révélant que ce geste bien intentionné pourrait avoir des conséquences inattendues. Pourtant, pour Léonard, l'essentiel est ailleurs. Il a réussi à faire sourire Bianca, et cela suffit à justifier les risques qu'il a pris. À ce moment-là, les trajectoires des différents personnages semblent diverger, chacun avançant selon sa propre logique, ses propres blessures, ses propres espoirs. Mais tous restent liés par un fil invisible, celui des conséquences à venir, qui ne tarderont pas à les rattraper, qu'ils en aient conscience ou non. Dans les heures qui suivent, l'Institut retrouve en apparence son agitation habituelle, mais sous cette normalité de façade, les fissures laissées par l'incident continuent de s'élargir, silencieusement, dans l'esprit de chacun. Fleur, désormais éloignée du regard des autres, tente de reprendre pied, mais l'humiliation qu'elle a subie ne se dissipe pas. Elle s'accroche à des gestes simples, presque mécaniques, comme pour retrouver une forme de stabilité, mais chaque souvenir de la scène revient avec une précision douloureuse, ravivant une blessure encore à vif. Ce qui la trouble le plus, ce n'est pas seulement la violence des mots ou du geste, mais la manière dont tout s'est déroulé sous le regard des autres, sans qu'aucune voix ne s'élève pour la défendre. Cette solitude, imposée brutalement, laisse en elle une trace profonde, un doute insidieux qui commence à s'installer. Elle se demande si elle a réellement sa place, si elle est à la hauteur, ou si, au contraire, tout cela n'a fait que révéler une faiblesse qu'elle refusait de voir. Pendant ce temps, Lionel avance, persuadé d'avoir franchi une étape nécessaire, même si une part de lui refuse encore de se confronter pleinement aux conséquences de ses actes. Il se raccroche aux paroles de Peignac, à cette idée que la dureté est une preuve de force, que l'absence de concession est la seule voie vers l'excellence. Pourtant, dans les silences qui suivent, dans les regards qu'il croise sans vraiment les soutenir, quelque chose commence à le rattraper. Car même s'il tente de l'ignorer, l'image de Fleur, debout face à lui, ne disparaît pas. Elle revient, fragmentée, insistante, comme un rappel que ce qu'il a fait dépasse le cadre d'un simple exercice. Mais au lieu de s'y attarder, il choisit de renforcer ses certitudes, de s'enfermer davantage dans cette posture qu'il pense nécessaire pour avancer. Dans le même temps, les échos de cette scène commencent à circuler, modifiant subtilement les dynamiques au sein de l'Institut. Certains élèves prennent leur distance, d'autres observent Lionel avec une méfiance nouvelle, comme s'ils découvraient une facette de lui qu'ils n'avaient jamais envisagée. Cette évolution, encore discrète, annonce pourtant un changement plus profond, une reconfiguration des relations qui ne tardera pas à se manifester. Olivia, de son côté, ne parvient plus à rester spectatrice. Les doutes qu'elle nourrissait se transforment peu à peu en certitude, renforcées par ce qu'elle apprend et par ce qu'elle ressent. Elle comprend que Lionel est en train de se perdre, de s'éloigner de ce qui faisait sa singularité, et cette prise de conscience la pousse à envisager une confrontation, même si elle en redoute les conséquences. Claire, fidèle à sa position, continue d'observer avec une certaine distance, mais elle ne peut ignorer que la situation dépasse désormais le simple cadre d'une évolution personnelle. Il ne s'agit plus seulement d'un élève qui cherche sa voie, mais d'un comportement qui risque d'avoir des répercussions durables, tant sur lui-même que sur les autres. Dans un autre registre, plus léger en apparence mais tout aussi révélateur, Léonard et Bianca poursuivent leur rapprochement, portés par cette complicité née d'un geste inattendu. Leur échange, simple et sincère, offre un contraste saisissant avec la dureté des événements récents.
Pourtant, même cette parenthèse n'est pas totalement à l'abri des complications, car la vérité sur le chat continue de planer, prête à ressurgir à tout moment. Ismaël, témoin de cette évolution, apporte une touche d'ironie et de recul, mais derrière ses réactions se cache une observation attentive des dynamiques qui se mettent en place. Il perçoit, peut-être mieux que d'autres, que ces petits moments, en apparence anodins, participent eux aussi à redéfinir les relations au sein du groupe. À mesure que la journée avance, une évidence s'impose peu à peu. Rien ne sera plus comme avant. Ce qui s'est produit dans cette salle de cours n'est pas un simple incident isolé, mais un point de bascule, un moment charnière qui va influencer les choix, les comportements, et les relations des jours à venir. Et dans cette transformation, chacun devra trouver sa place, s'adapter, résister ou céder, selon ses propres limites. Mais pour Lionel, en particulier, la question reste entière. Jusqu'où est-il prêt à aller pour devenir celui qu'il pense devoir être, et à quel prix? Car si l'assurance qu'il affiche aujourd'hui lui donne l'illusion de maîtriser la situation, il ignore encore que les conséquences de ses actes, elles, ne se contrôlent pas. Elles s'accumulent, silencieuses, prêtes à surgir au moment où il s'y attendra le moins.